Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026 et voici la chronique du groupe Fred Zeller. Et je vais commencer par un petit rappel. C'est le banquet traditionnel, dit banquet tête de veau, qui se tiendra le dimanche 25 janvier dans la salle du quartier de la maison de quartier Saint-Martin à Périgueux, au 14 rue Léon de Salles, et banquet auquel vous pouvez bien sûr vous inscrire pendant encore plusieurs jours, et dont je vous donne d'ailleurs, je vais vous donner le menu, mais je rappelle tout d'abord ce qu'est ce banquet. C'est un banquet qui est là pour célébrer la fin de la royauté absolue de droit divin, puisque cette royauté a pris fin avec l'exécution de Louis Capet dit Louis XVI le 21 janvier. Donc, à la date du 21 janvier, la date anniversaire du 21 janvier. Voilà, donc c'était en 1793. Donc, le combat continue pour la liberté et l'émancipation humaine contre les rois, entre guillemets, d'aujourd'hui, à bas la guerre et les tyrans. Et je rappelle simplement que dans les gigantesques manifestations qui ont lieu aux États-Unis il y a quelques mois, la revendication, le mot d'ordre qui a été lancé, c'était « pas de roi ». Donc, voilà. Alors, j'en viens donc au menu de ce banquet du dimanche 25 janvier. Apéritif communard. Communard, c'est la version, je dirais, laïque du kir, puisque c'est cassis, vin rouge. Ensuite, des entrées maison avec des crudités, entre autres. La tête de veau, bien évidemment. Tête de veau faite maison, avec la sauce gréviche, pommes vapeur, et ensuite fromage, salade, tarte et café. Et puis, bien sûr, le vin pour accompagner l'ensemble du repas. Et pour tout ce banquet, eh bien, il vous est demandé une participation de 20 €. Voilà. Donc, pour l'inscription, vous pouvez appeler au 06 01 88 87 62. Je répète, 06 01 88 87 62 pour indiquer donc que vous souhaitez participer à ce banquet et donner donc le nombre de personnes que vous souhaitez inscrire. Vous pouvez également utiliser l'adresse mail du groupe Fred Zeller, à savoir groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. Je répète, groupe-fred-zeller, le tiré c'est toujours tiré du 6, @lpdordogne.fr. Et donc, vous indiquez la même chose, que vous souhaitez participer à ce banquet, si vous le souhaitez, et le nombre donc de personnes pour lesquelles vous demandez une place. Voilà. Donc, je reviendrai lundi prochain, bien évidemment, sur la préparation de ce banquet. Je vous propose maintenant de commencer une série d'émissions. Alors, ce ne sera peut-être pas des émissions qui seront faites de manière continue, des lundis qui se suivent, mais il y aura plusieurs émissions qui seront nécessaires pour traiter ce sujet. Et c'est un sujet important, puisqu'il s'agit de nous exprimer sur le racisme et la discrimination sous toutes les formes que nous pouvons connaître. Et je vais commencer donc dès maintenant avec un sujet que j'ai déjà évoqué dans de précédentes émissions. C'est l'histoire de Rokhaya Diallo, qui a été victime de textes particulièrement injurieux de la part de Charlie Hebdo. Et donc, j'avais lu de premiers textes, je vais lire, peut-être même relire, mais peu importe, parce qu'il est très intéressant, le texte de la Vigie de la laïcité, qui exprime donc sa solidarité avec Rokhaya Diallo, et également le communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée. La Vigie de la laïcité exprime sa solidarité avec Rokhaya Diallo et condamne une caricature au relent colonialiste. C'est une déclaration qui date du 27 décembre. La Vigie de la laïcité exprime son soutien total à Rokhaya Diallo, visé par une caricature publiée par Charlie Hebdo et dénoncée pour ses codes colonialistes et sa réduction sexualisée. La Vigie de la laïcité rassemble de très nombreux membres et sensibilités. Parmi eux figure notamment Jean Bobéro-Vincent qui a coécrit avec Rokhaya Diallo un ouvrage consacré à la laïcité.
Cette diversité nous oblige à une exigence commune, défendre la loi du 9 décembre 1905 dont nous célébrons les 120 ans et ainsi promouvoir une laïcité de liberté, d'égalité et de dignité sans jamais tolérer que l'on essentialise, humilie ou déshumanise une personne au moyen d'une imagerie racialisante. Nous le rappelons, la critique des idées, y compris vive, est légitime et la satire a toute sa place dans une démocratie. Mais elle ne saurait justifier que l'on réactive un imaginaire colonial pour rabattre une femme noire sur un corps-spectacle, entre guillemets, exotisé. Ce glissement n'éclaire aucun débat. Il abîme l'espace public et alimente précisément ce que la laïcité doit empêcher, la hiérarchisation des personnes et le soupçon jeté sur certaines citoyennes. Nous dénonçons également la tentative de défense de cette caricature par l'instrumentalisation de la figure de Joséphine Baker. Joséphine Baker a pu, dans un code qu'elle tentait de maîtriser, jouer avec des stéréotypes pour mieux les retourner. Mais l'invoqué ici revient à détourner son héritage pour justifier une imagerie qui, au contraire, réactive sans distance des codes de domination et les impose à la personne visée. Nous rappelons à la responsabilité, au respect des personnes et à un retour au débat de fond. La laïcité n'est ni un prétexte à l'assignation identitaire, ni un outil de disqualification personnelle. Elle est un cadre destiné à garantir la liberté de conscience, l'égalité et la construction du commun en s'appuyant sur toutes les cultures et toutes les appartenances. La Vigile de la laïcité réaffirme enfin sa détermination à combattre toutes les formes de racisme et de sexisme, quels que soient leurs habits, y compris lorsqu'ils se présentent comme de l'humour. Voilà, donc ça, c'était le communiqué de la Vigile de la laïcité. Je crois que j'avais déjà lu la semaine dernière, mais c'est important de le rappeler. Et puis, donc, je crois que j'avais annoncé la venue du communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée, que je vous lis maintenant. Qui veut tuer le débat laïque et internationaliste ? Contre le dévoiement chauviniste des idéaux laïques, soutient un Rokhaya Diallo. Dans un article et une caricature, Charlie s'en prend à Rokhaya Diallo. Liberté d'expression vont dire les beaux esprits. Que la libre pensée et Rokhaya Diallo aient des points de vue divergents sur la loi de 1905 est une certitude, mais ce n'est pas l'objet du débat. Au passage, pour bien marquer les choses, nous rappellerons que la libre pensée n'a aucune leçon à recevoir de personne en matière de la laïcité, car la laïcité et la séparation des églises et de l'État, qui en est le corollaire obligé, c'est la libre pensée qui les a instituées par les lois laïques scolaires de 1881, 1882, 1884, 1886 et les grandes lois de liberté de 1901, 1904, 1905, 1907, qui ont consacré la liberté de conscience comme un principe institutionnel. Toutes ces lois portent les noms et ont été portées par des libres penseurs illustres, Jules Ferry, Ferdinand Buisson, René Goblet, Pierre Waldeck-Rousseau, Aristide Briand, Jean Jaurès, Anatole France. Le racisme cache toujours les nationalistes identitaires. Caricaturer une femme racisée en la sexualisant et en la couvrant des signes du colonialisme, une ceinture de banane et, pourquoi pas, Yabon Banania, est simplement du racisme et du sexisme le plus grossier. Cela suffit pour que la libre pensée soit solidaire de Rokhaya Diallo. Et après, certains nieront qu'il y a une véritable question de décolonisation en France qui n'est toujours pas en voie de règlement. Mais ce n'est pas tout. Le texte qui accompagne la caricature, parce que l'essentiel est dans la caricature avilissante et stigmatisante, est un texte cocardier et xénophobe. C'est un texte de petit blanc, nostalgique de l'empire colonial, où l'on faisait suer le burnou aux indigènes. C'est aussi la marque profonde d'un mépris revendiqué pour les autres peuples. On le sait bien, les Yankees ne pigent pas grand-chose à la laïcité française. Citation de la première phrase du texte qui accompagne la caricature. Ce texte s'enfonce dans les clichés et les mensonges. Rappelons à ces océans d'ignorance et d'inculture que la première séparation des églises et de l'État fut faite en 1791 aux États-Unis par l'adoption définitive du premier amendement de la Constitution nord-américaine. La deuxième au Mexique en 1874. La troisième, après 2 tentatives en 1795 et 1871, pendant la Commune de Paris,
en France en 1905, la 4e au Portugal en 1911, puis en Russie soviétique en 1918, dans la République espagnole de 1931, puis sous une certaine forme en Turquie en 1937. Depuis, contrairement au délire des chauvins identitaires qui se drapent dans le tricolore du matin au soir, de nombreux pays à travers le monde et sur tous les continents ont intégré des éléments de laïcité et de séparation dans leur constitution. Récemment, ce sont la Bolivie et le Népal qui l'ont institué. La liberté de conscience n'est pas une exception française, mais tout au contraire, une aspiration universelle partagée par tous les peuples. Les faits sont têtus et les têtus seront des faits. Le 6 décembre 2025, à la salle ENAF, dans une bourse du travail archi-comble, une trentaine d'associations laïques, syndicales, démocratiques, de travailleurs immigrés et de sans-papiers, c'est-à-dire le mouvement laïque authentique, reconstitué pour la circonstance, ont marqué les 120 ans de la loi de 1905 par un grand meeting laïque, universel et international. Peu d'interventions y furent davantage applaudies que celle de Rob Boston, des American United for the Separation of Church and State. Dans son discours poignant, notre ami et camarade a su retracer l'histoire de la laïcité américaine, aujourd'hui foulée aux pieds par le nationalisme chrétien, une histoire liée au nom de James Madison et de Thomas Jefferson, et qui inspira explicitement la commission Briand en 1905. Quels sont les intérêts ou quels intérêts sert Charlie Hebdo en prétendant que les États-Unis sont inaptes à comprendre la laïcité? Certainement pas ceux du mouvement laïque américain engagé dans la lutte contre Donald Trump. La séparation des religions et des États reste un point d'appui de tout le combat démocratique, social et antiraciste à travers le monde. Et nombre d'Américains, de Britanniques, d'Irlandais, de Russes, de Libanais, d'Algériens, de Chiliens, d'Espagnols, de Portugais le pigent très bien, n'en déplaise aux serviteurs du sécularisme chauvin gaulois. Alors, où est le problème à ce que les discussions sur la loi de 1905 soient aussi menées à l'étranger? Madame Diallo s'exprime sur des médias non français. Pourquoi lui en faire grief? Les seuls médias qui auraient l'onction de Charlie seraient les médias franchouillards. Bolloré, France Info, CNews, etc. et Charlie. Madame Diallo défend les femmes musulmanes? Et alors? Depuis quand est-ce un crime ou un délit? Faut-il préférer défendre Madame Macron, Madame Dati, Madame Sarkozy ou Madame Elisabeth Badinter qui commercent tant avec l'Arabie Saoudite, sans se préoccuper plus que cela du voile islamique? Quand les affaires commandent, business is business. La liberté, c'est toujours celle de celui qui pense autrement, disait Rosa Luxembourg, assassinée par les nationalistes identitaires allemands. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde ou pour personne. Une liberté d'expression à laquelle les opprimés, les exploités et celles et ceux qui se reconnaissent dans leur combat n'auraient pas droit ne serait pas une liberté d'expression. Et Mme Diallo a le droit de s'exprimer sans être stigmatisée ou insultée. Pour sa part, la Fédération nationale de la libre pensée, fidèle à l'histoire du mouvement laïque, continuera à porter une parole antiraciste, internationaliste et solidaire de tous les combats pour l'émancipation. Donc voilà, c'était le premier sujet que je souhaitais évoquer, ou sur lequel je souhaitais revenir, puisqu'on l'a déjà évoqué, donc dans cette série de chroniques dans laquelle donc, je vous propose de traiter le colonialisme sous toutes ses formes. Alors, voici un autre communiqué de presse qui concerne l'affaire de cette infirmière qui a été révoquée pour avoir porté une charlotte chirurgicale et qui a été donc réintégrée par le juge des référés. Donc c'est un communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée. Le 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la directrice du groupe hospitalier universitaire APHP Sorbonne Université avait révoqué, à compter du 10 novembre suivant, une infirmière, citation, au motif du port d'une tenue vestimentaire inadaptée, à savoir un couvre-chef et des refus réitérés de l'OT en dépit des demandes lui ayant été adressées. Si l'établissement a officiellement invoqué dans un second temps des raisons tenant aux règles d'hygiène pour justifier l'exigence de retrait du couvre-chef, en réalité, il a entendu initialement faire appliquer abusivement l'obligation de neutralité à laquelle sont astreints les agents publics. Or, une charlotte médicale ou chirurgicale ne saurait être confondue avec un vêtement à caractère religieux.
sauf ceux qui, dans un réflexe pavlovien, confondent tenue professionnelle et effet à connotation confessionnelle. Le tribunal a constaté que, d'une part, l'urgence était établie pour la requérante en raison de la cessation du versement de son traitement. D'autre part, l'arrêté suspendu du 20 octobre 2025 est très probablement illégal. Citation. Eu égard à son ancienneté au sein de l'établissement hospitalier, à ses compétences professionnelles qui ne sont pas contestées par son employeur, et au fait qu'il est constant qu'elle a longtemps porté un tel couvre-chef sans qu'aucune remarque ne lui ait été adressée par sa hiérarchie, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée apparaît en l'état de l'instruction, alors même qu'elle a été précédée par un blâme pour le même motif, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Fin de citation, donc, du tribunal. En conséquence, en attendant le jugement de fond sur la légalité de l'acte unilatéral de l'administration, le tribunal a ordonné la réintégration provisoire de la requérante. La Fédération nationale de la libre pensée considère que la séparation des églises et de l'État justifie d'exiger des agents publics ou des salariés d'un organisme de droit privé exerçant une mission de service public à caractère administratif une parfaite neutralité vis-à-vis des usagers. En revanche, elle condamne les mesures répressives tendant à sanctionner et discriminer certains agents en se prévalant implicitement, mais nécessairement, de motifs religieux dépourvus de tout fondement, même, comme en l'espèce, ultérieurement masqués derrière des arguments fallacieux. Neutralité des agents publics, oui. Discrimination, non. Donc c'est un communiqué qui est tout récent, qui est daté donc de ce 12 janvier. Et puis, un autre texte et une autre affaire qui concerne un petit peu les mêmes questions. C'est un texte qui a été publié par le Midi Libre le 8 janvier dernier. Elle cache son alopécie sous un bonnet. Son lycée l'exclut. Déscolarisée depuis 2 mois, Mélina crie à l'injustice. Donc voici ce qu'écrit le Midi Libre le 8 janvier. Et c'est un texte de Manon Lozano. Écartée de son lycée depuis novembre, Mélina, élève à Annonay, Ardèche, accuse l'établissement de lui interdire l'accès en raison d'un turban ou bonnet destiné à dissimuler une alopécie liée à son épilepsie. La direction y voit un signe religieux, malgré des certificats médicaux. Depuis près de 2 mois, Mélina, élève du lycée Montgolfier à Annonay dans l'Ardèche, ne va plus en cours. En cause, le port d'un turban, puis d'un bonnet servant à cacher son alopécie, assimilé par la direction à un signe religieux. À aucun moment, je n'ai pensé à la question religieuse. La lycéenne souffre d'épilepsie sévère. Une semaine avant les vacances de la Toussaint, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie en cours d'anglais, raconte-t-elle au Réveil Vivarais. L'absence de personnel formé choque la famille. Quand j'ai fait la crise, l'infirmière n'était pas au lycée, ajoute Mélina, qui sera ensuite évacuée par les pompiers. Parallèlement, l'adolescente développe une alopécie importante. Elle se rase la tête et porte un turban à la rentrée des vacances de Toussaint pour cacher son crâne et préserver sa santé mentale. À aucun moment je n'ai pensé à la question religieuse, insiste-t-elle. Pourtant, la direction de son lycée estime que le couvre-chef peut être perçu comme religieux. C'est moi qui décide si c'est un voile, aurait déclaré la proviseure lors d'une visioconférence avec un médecin de l'Éducation nationale, selon Mélina. Et citation, elle a donné des consignes aux surveillants, m'interdisant d'entrer si le turban ou bonnet n'était pas au-dessus des oreilles, souligne l'adolescente. Le turban est un prétexte pour en faire partir. Sa mère dénonce une humiliation. Malgré les certificats médicaux, la famille de l'adolescente affirme que le médecin traitant a été mis en cause pour certificat de complaisance. Mélina a été sommée de revenir avec un bonnet, ce qu'elle a fait. Sa mère se souvient. J'étais avec elle quand elle était retournée au lycée. Pour la directrice, ça revenait à porter un voile islamique. Mais c'était un bonnet Under Armour, une marque de vêtements sportifs. Nous nous en tenons aux faits et aux textes de loi régissant la tenue, indique le directeur académique de l'Ardèche, Thierry Hommage. Le turban est un prétexte pour me faire partir. Je pense que les crises d'épilepsie sont trop compliquées à gérer pour le lycée, explique Mélina, maintenant exclue depuis 2 mois. La lycéenne prévoit de changer d'établissement. Voilà, donc je tenais également à lire ce texte parce que ça confirme qu'il y a quand même une dérive actuelle qui est particulièrement inquiétante. Alors, un autre volet de cette série donc sur le colonialisme
et les discriminations sous toutes leurs formes, c'est une note de lecture d'un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora. Et donc, France-Algérie, Anatomie d'une déchirure, c'est le titre de ce livre. Et je vous lis donc ce document qui sera, je pense, le dernier de cette chronique d'aujourd'hui. France-Algérie, Anatomie d'une déchirure, par Thomas Negaroff et Benjamin Stora. La formule est connue pour le régime de Vichy, elle s'applique pleinement pour l'Algérie. C'est un passé qui ne peut pas passer. Rien n'y fait tant que les comptes ne seront pas soldés, tant que toute l'histoire ne sera pas contée, tant que le fond des choses ne sera pas pleinement abordé, rien n'y fera. Le serpent de mer de l'Algérie ressurgira inévitablement et toujours avec force. Il suffit de voir la puissance et la violence du débat sur les propos de Jean-Michel Apathy sur les enfumades de Bugeaud pendant la conquête coloniale de 1830, qui n'ont rien à envier, entre guillemets, aux massacres commis par les nazis, comme à Oradour-sur-Glane pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour s'en rendre compte. Il suffit de constater comment l'électorat des nostalgiques de l'Algérie française et des descendants des Pieds Noirs est l'objet d'un démarchage virulent et disputé entre les partisans de Le Pen et de Zemmour, pour voir que, citation, « le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde », Bertolt Brecht, et que, haute citation, « le procès est encore devant le juge », Horace. C'est en partant de ce constat que Benjamin Stora, spécialiste reconnu, avec raison, de la question algérienne, avec Thomas Negaroff, a publié récemment un ouvrage sur l'anatomie d'une déchirure. C'est un ouvrage intéressant, clair, précis et très pédagogique et surtout instructif, destiné à tout public. Il permet, sans être un spécialiste, de comprendre les raisons, les faits et la situation actuelle. Il éclaire utilement le débat qui vient de s'ouvrir à nouveau sur la loi algérienne votée le 24 décembre 2025 par le Parlement algérien avec un fort soutien du gouvernement algérien et qui condamne la colonisation française comme crime d'État et exige de l'État français justice et réparation. Faisons un petit peu d'histoire. L'Algérie, terre de conquête, a vu passer bien des envahisseurs. Elle a toujours su garder une certaine autonomie, même sous la férule ottomane. Mais jamais, dans la colonisation française, le peuple algérien n'a accepté cette oppression. Il a été en révolte sans cesse. Pour sa libération, il a payé le prix du sang. À Sétif et également en 1945, entre 5 000 et 30 000 Algériens assassinés. La guerre d'indépendance de 1955 à 1962 coûtera la vie, selon les estimations des indépendantistes, à 400 000 Algériens, civils ou combattants, dont 130 000 de l'ALN, l'Armée de libération nationale. Le rôle des politiques français est aussi bien passé en revue, notamment celle de François Mitterrand qui, quand il était au pouvoir, faisait guillotiner les nationalistes algériens et, plus tard, amnistia les généraux félons fascistes de l'OAS qui avaient répandu un flot de terreur en Afrique du Nord et en métropole. Une certaine conception de la constance en politique. Les libres penseurs trouveront un intérêt certain à sa lecture. On y voit tous les problèmes de laïcité, plus exactement ceux liés à la non-application de la loi de 1905, dont l'application était revendiquée par les indépendantistes algériens, de même que par l'Assemblée des oulémas, alors que son extension était prévue par la loi elle-même. On y retrouve aussi, dans une large place, les personnalités plus que respectables, le rôle et l'action de Messali Hadj, qui combattait depuis toujours pour l'indépendance de son pays, une terre qui n'est ni à vendre, ni à acheter, ni à hypothéquer. C'est une citation de Messali Hadj. Celui-ci fut toujours réprimé et la libre pensée a toujours exigé sa libération. Et André Lorulot, en premier lieu, conduira une délégation officielle du Congrès national de Niort en 1954 pour lui apporter tout son soutien. L'ouvrage se termine par une excellente formule de Paul Ricoeur. La mémoire n'est pas une fidélité au passé, c'est une exigence pour le présent. Nous sommes bien au cœur de cette problématique avec cet ouvrage que je vous invite à lire. Voilà, donc c'est une note de lecture signée Christian Echel et donc qui recommande largement la lecture de cet ouvrage France-Algérie, Anatomie d'une déchirure. Voilà, donc je vous propose d'en rester là pour notre chronique d'aujourd'hui et de passer maintenant donc au choix musical que je vous propose, Tikenja Fakoli, Plus rien ne m'étonne.
partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général là. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallafs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa. Ils ont partagé le monde, tout le ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Quelques secondes seulement pour vous souhaiter une excellente semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Merci à Antoine pour la technique. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive